Bonjour. Donc effectivement, président d'ADES, puis je vais le dire comme je viens de me rendre compte que la journée est filmée et va être retransmise. C'est compliqué de passer sous silence l'autre casquette qui me fait m'intéresser à ces questions-là. Donc professionnellement, je travaille pour une communauté d'agglos qui n'est pas très loin d'ici, à Pleine Commune, où je suis en charge justement d'amorcer une réflexion sur les TIC. Donc voilà, je suis doublement intéressé à cette rencontre-là, mais c'est plutôt avec le point de vue de la BEPS qui nous ne sommes pas des spécialistes des outils numériques, on s'est plutôt penché sur les questions de démocratie participative et on a plutôt un regard là-dessus. Moi je partirais bien alors je crois que c'est Bruno Marzloff qui disait, il ne faut pas oublier que ce ne sont que des outils. Et c'est un peu le positionnement qu'on a par rapport à ces questions-là, et je voudrais, je vais essayer de le faire de manière... Alors c'est bien de n'avoir que 5 minutes, parce que ça va m'excuser par avance d'être très schématique, caricatural, et d'y aller un petit peu à la hache. Grosso modo, l'analyse qu'on fait des démarches participatives, de la participation, alors à Nanterre, il y a plein de choses qui sont mises en place, ça a été rappelé, il y a plein de démarches assez anciennes qui sont mises en route. Il y a d'autres territoires qu'on a observés ou accompagnés à l'ADES qui, depuis une quinzaine d'années, ont vraiment testé des choses, tenté des choses autour des conseils de quartier, des budgets participatifs, des démarches de concertation sur des grosses opérations. Et grosso modo, le constat qu'on fait là maintenant, c'est qu'on observe plutôt un essoufflement et en tout cas des limites très fortes rencontrées dans ces démarches-là si on se préoccupe de représentativité par rapport à la population qui habite sur un territoire. Ce qu'on observe de manière massive, c'est plutôt un essoufflement là où les démarches sont portées depuis longtemps, donc ça se rabat sur un petit noyau, et ce petit noyau d'habitants qui s'impliquent dans les démarches de manière habituelle ordinaire et c'est singulièrement vrai dans les villes de banlieue qu'évoquait l'adjoint de Nanterre tout à l'heure, compte tenu de leur sociologie. Ce petit noyau est très peu représentatif de l'immense majorité de la population du territoire. Je pointe ce premier élément parce qu'il me semble que ce qui est vrai de manière globale sur les démarches participatives, si on réfléchit sur les outils numériques et la manière dont ça peut nous permettre de mettre en œuvre et de mieux mettre en œuvre les démarches participatives, ça soulève de vraies questions, enfin moi j'ai de vraies interrogations sur le fait que ces outils-là puissent nous permettre de gagner du terrain si l'objectif, l'ambition, c'est de faire en sorte que tous les points de vue présents sur un territoire puissent se faire entendre, se structurer et participer à l'élaboration de la décision. Très rapidement, donc, à la hache, on a commencé schématiquement à se dire, peut-être qu'on est à un moment fort intéressant, qui est une fin de cycle et donc probablement le début d'un autre cycle. Mais donc c'est intéressant d'avoir ce temps d'arrêt critique si on veut bâtir une nouvelle étape. Et on a essayé de repérer, alors je vous les livre pour amorcer le débat, les 4 bonnes raisons pour lesquelles nos démarches participatives, et je crains que les dispositifs numériques ne fassent pas gagner beaucoup de terrain sur ce champ-là, les 4 bonnes raisons pour lesquelles ça ne marche pas très bien, voire ça s'épuise et ça s'essouffle. La première raison, et quand on parle de regarder et construire la ville ensemble, on est au cœur du sujet, c'est la surreprésentation des questions urbaines, d'aménagement urbain dans les démarches participatives. Et dès qu'on est sur des territoires populaires, honnêtement, il faut vraiment avoir réglé plein de choses dans sa vie, ne pas avoir trop de difficultés pour se passionner pour la forme urbaine, son aménagement. Les préoccupations des gens massivement sont sur d'autres terrains qui sont une autre dimension de la ville. Donc c'est pas la ville physique, c'est pas la ville du bâti, c'est la ville de comment on vit dedans qui est au cœur des préoccupations des gens. Et là, pour le coup, très massivement, les dispositifs de participation, de concertation, ne sont pas sur ces questions-là. Sur la réussite des gamins, sur la question de l'accès au logement, sur la question économique, de la survie, de la pauvreté, etc. Voilà. On a tous en toile de fond le contexte économique dans lequel on est. C'est pas bien avec que ces questions-là vont disparaître
et ne seront pas au cœur de nos difficultés. Donc la question des objets qu'on met en débat, qui est déterminante et décalée par rapport à l'immense majorité des gens. La deuxième chose, l'élu tout à l'heure l'a effleuré, mais je pense qu'il faut creuser cette affaire, c'est la question du pouvoir. Je suis convaincu, et on est plutôt en train de confirmer ça, que la deuxième bonne raison pour laquelle les gens ne se précipitent pas dans les démarches participatives qu'on leur présente, et pour le coup les outils numériques ne changent pas forcément grand-chose pour l'instant là-dessus, c'est que quand on creuse un peu, le poids qu'a la parole ou le point de vue qui va être exprimé, il est entre 0 et pas grand-chose. On est plus dans des démarches qui visent à mieux faire approprier les politiques telles qu'elles ont été décidées et mises en œuvre. Et là encore, c'est caricatural sur l'urbanisme et c'est caricatural depuis 2003 avec l'ANRU, dont la procédure de validation des projets a de toute manière fait quasiment disparaître toute chance de mener un débat, une concertation digne de ce nom, quand bien même il y aurait eu une volonté locale de le faire. Donc la question du pouvoir, à quel moment est-ce qu'on saisit les gens et on leur propose alors je sais pas, je regarde pour savoir si je suis en train de dépasser mon temps. Ouais, bien sûr, non, ça va. Juste à côté de toi. De moi. Okay. T'as pas de minute de temps, hein. L'idée là, on a 1 heure pour débattre ensemble. L'idée c'est que vous puissiez faire des apports tous les trois par rapport aux enjeux et ensuite de débattre avec la salle sur la base de questions. Ok, mais enfin, je me méfie de moi-même. Comme je suis quand même un démocrate fondamentalement, aidez-moi à l'être vraiment, c'est-à-dire en laissant le temps aux autres de pouvoir s'exprimer. Donc la question du pouvoir, et je pense que là on est au tout début, pour l'instant clairement, on met en place, sauf exception, des espaces où les gens n'ont pas de pouvoir sur les enjeux fondamentaux des décisions. Ils ont du pouvoir sur des choses qui sont après coup, en aval des décisions importantes. La troisième chose, et là je trouve que on peut rebondir sur des choses plus optimistes pour la suite. Une des bonnes raisons, troisième bonne raison pour lesquelles ça ne marche pas bien, c'est que nos politiques publiques locales, la manière dont on met en œuvre les choses, se méfient et se défient presque partout de l'initiative des habitants, de la société. Alors ça va un peu mieux quand elle est organisée en association qu'on connaît bien, mais alors dès que c'est des groupes qui sont pas repérés ou qui sont éventuellement des communautés ou des choses pas claires, on a plutôt le réflexe de s'en méfier et de les tenir à distance, ou alors, plus subtilement, mais ça revient à peu près au même pour désamorcer toute volonté d'initiative, on essaye de les récupérer dans nos dispositifs publics. C'est-à-dire, en gros, des gens viennent avec une idée, on leur dit « Ah, super, d'ailleurs, il suffit que vous bougiez 2-3 trucs, mais en fait, c'est l'essentiel de leur projet, et vous allez voir que ça va cadrer avec nos plans local de je ne sais pas quoi. » Voilà, donc je vais très vite, et c'est un peu caricatural, mais en même temps, je l'ai vécu plein de fois dans ma vie professionnelle. Donc, on a du mal à considérer que l'initiative des habitants est légitime et donc on ne l'encourage pas. Là, je trouve que les outils numériques, les mutations qui sont déjà à l'œuvre malgré les autorités publiques locales, font gagner du terrain. C'est un peu le bazar, ça part dans tous les sens, mais la société n'attend pas les décisions publiques pour changer et pour muter. Et puis la quatrième bonne raison qu'on avait repérée, qui est plutôt sur les outils, les méthodes, les formes, les lieux, là aussi on peut, je termine par une pétition d'optimisme. Je pense que pour l'instant, on ne fait pas énormément de progrès massivement quand même. Ce qu'on a observé, c'est que les concertations, les discussions qui se font entre les citoyens et les collectivités locales, c'est 18h30 dans le préau de l'école. Massivement, c'est quand même ça qui se passe. Alors même, et c'est là qu'est le paradoxe dont on pourrait sortir par le haut, que vous le démontrez, et on a à chaque fois de bons exemples, voilà, mais très isolés, qu'on pourrait faire si on voulait radicalement autrement. Donc, pétition d'optimisme, moi je suis convaincu que dans la société, il y a le potentiel pour vraiment mettre en débat l'ensemble des questions. Les gens ont des compétences, ont des savoirs, ont une capacité d'analyse, ont des outils pour pouvoir être dans de vrais débats. On a les outils technologiques qui permettraient de faire des choses qui étaient inimaginables. Il y a encore 10 ans, quand moi je m'occupais sur un territoire de Saint-Denis de faire une concertation sur un gros projet urbain, là où on a un souci pour l'instant, c'est du côté de l'offre,
et de la volonté d'ouvrir ces espaces, de lâcher un peu les chevaux et de prendre le risque de la réelle mise en débat. Donc un cycle à ouvrir. Florence, peut-être des ajouts, et puis Stéphanie, d'enchaîner comme ça. Je ne pense pas que je vais fonctionner par ajout, je vais plutôt essayer de répondre aux questions. Mais je vais le faire rapidement, de manière structurée, comme ça, normalement, je vais dire des choses peut-être rapidement. Alors, simplement, le témoignage que j'apporte est autant le témoignage de 15 ans d'histoire de l'association d'Internet que le témoignage de ma vie quotidienne dans ma structure La Suite dans les idées, qui est une structure qui s'intitule Ensemblier du débat public et dans laquelle on accompagne les collectivités locales au quotidien dans l'animation de la démocratie locale avec des dispositifs numériques. Donc, 3 points. Les apports, les limites et les absences. Je crois, j'ai rajouté les absences. Je pense qu'il y a des absences et puis on pourra après les enjeux les globaliser. Les apports. Aujourd'hui, il est très clair que les dispositifs numériques, je ne parle pas d'outils, je pense que le mot outil est insuffisant. On ne va pas discuter sur la sémantique. Mais les dispositifs numériques ont déjà modifié les équilibres de la démocratie en France. Voilà. Pourquoi? Simplement parce qu'on a un renforcement des instances participatives pour des raisons purement organisationnelles. C'est-à-dire que les outils numériques, pour le coup, les outils, pas confondre avec les dispositifs, je vais en parler, mais les outils sont des outils de réorganisation ou de désorganisation de toutes les organisations. Donc, effectivement, la gouvernance se réorganise, les élus, les maires ont des blogs, les élus ont des outils collaboratifs qu'ils utilisent plus qu'on l'imagine, ça je peux en témoigner. Ils travaillent ensemble sur les délibérations, il y a des systèmes de mise en ligne et d'information du public sur les délibérations, y compris avec des mises en ligne de plus en plus fréquentes des vidéos des conseils municipaux qui se développent énormément en France. On a tout un travail sur les enquêtes qui a évolué. On pourrait faire un débat, une journée entière sur la question de l'évolution du rapport de l'élu à l'opinion. Hein. La sondocratie est terminée. Aujourd'hui, on est sur des démarches d'enquête beaucoup plus intelligentes grâce au numérique. On pourrait en donner des exemples en Artois et dans différents pays sur des sujets qui portent vraiment des problématiques de la population, comme tu disais, sur la santé, sur des choses comme ça. Les gens participent grâce au numérique différemment et en exposant mieux ce qu'ils ressentent d'une manière plus complète, parce qu'ils ne s'arrêtent pas à des expressions oui, non, à des questionnaires ou à des questions fermées. Donc cette logique d'expression de l'opinion qui est renforcée. On a également un très fort potentiel en train de se mettre en action sur le renforcement des instances participatives dans leur réalité, avec les freins que je reconnais, que tu viens d'évoquer, qui restent réels, qui sont que finalement, ça ne modifie pas autre chose que le fonctionnement de l'organisation, en tout cas aujourd'hui. Et du coup, effectivement, les limites que tu évoquais sont toujours valables. Donc, les limites, c'est effectivement, je ne vais pas reprendre ce que tu as pris, même si on a une deux, j'ai noté, mais on a également un cloisonnement terrible, je pense aujourd'hui, du monde, d'une élite internaute, dont nous sommes probablement tous partis ici dans cette salle, et qui reproduit des logiques de pouvoir qui sont probablement nuisibles à la démocratie au sens large. Il y a une autre limite qui est le rejet des plus pauvres. On remarque réellement que si, encore aujourd'hui, les populations les plus éloignées des possibilités d'intégration dans la démocratie, eh bien, ce sont celles qui sont aussi éloignées du numérique, et ça reste majoritairement des enjeux de pauvreté et d'exclusion classique, on va dire, mais notamment pauvreté. Et on a une limite énorme qui est celle de la manipulation. C'est-à-dire que ces outils sont malheureusement ont un potentiel manipulatoire extraordinaire qui est en route, en jeu, visible aujourd'hui dans différents milieux, et on est obligé de considérer fermement cette limite de la manipulation, qu'elle soit idéologique ou commerciale. Et j'en arrive aux absences. Aujourd'hui, les absences liées et qui nuisent au déploiement de la démocratie, ou d'une plus forte démocratie, c'est probablement des absences historiques sur l'éducation civique, d'abord, mais également sur l'éducation critique en État, qui aujourd'hui est absolument, ça devrait être une matière obligatoire dès la maternelle. Enfin, je veux dire, savoir comment on aborde un média
numérisé aujourd'hui, numérique, avec toutes ses fonctions, est une base, le média étant un des vecteurs forts de la démocratie, un des outils de la démocratie, si on ne sait pas les utiliser, et aujourd'hui on ne sait pas les utiliser. Donc on a un problème sur l'éducation critique et l'approche du numérique dans les écoles, qui est absolument désastreuse, on va étudier en détail, on va en parler. On a une absence finalement et une déperdition de la médiation numérique, on l'a vécu, on l'a constaté lors des assises de la médiation numérique à Ajaccio, où certains d'entre vous étaient. En réalité, la médiation numérique s'épuise gravement. Je ne parle pas que des espaces publics numériques, je parle de la médiation numérique en général. Il y a une espèce d'inéité de l'Internet et du numérique qui est catastrophique, particulièrement dans votre pays, et qu'il faut que c'est des enjeux qui ne sont pas éloignés de la démocratie, vous comprendrez, puisqu'effectivement, aujourd'hui, les outils numériques, les dispositifs numériques, potentiellement, sont très fortement modifient la démocratie de fait. Et dans les absences, l'absence totale de la solidarité numérique, c'est pour ça qu'on est en train de monter une association dédiée à ça, avec un fonds pour soutenir les initiatives numériques pour la solidarité dans les territoires. Quand je parle de solidarité, c'est au sens le plus large, au sens de l'insertion, au sens etc. Donc effectivement, on est bien sur les enjeux essentiels, avec les besoins essentiels des populations et le besoin de démocratie. Et l'enjeu, donc moi, juste pour terminer, l'enjeu que je marquerai, et je me permettrai d'aller un peu fort entre nous ici, mais je l'assume, je pense qu'aujourd'hui, on est dans une révolution de la gouvernance, véritablement. Et je le dis très gravement parce que je pense que c'est un moment dangereux, difficile à jouer, particulièrement réel et sensible dans cette période de vie politique jusqu'aux élections municipales de 2014. Et donc dans notre pays aujourd'hui, on a une révolution de la gouvernance qui est véritablement que l'horizontalité, le lien qui se produit dans la population entre les personnes modifie le rapport au pouvoir et le modifie de telle manière que la démocratie représentative dans ce pays, je pose la question de sa pérennité. Je pense qu'aujourd'hui, il faut inventer un autre modèle qui n'est pas induit par le numérique, mais qui est modifié puisque les structures et les organisations sont modifiées en leur cœur même. Et donc, aujourd'hui, les systèmes pyramidaux historiques ne peuvent plus fonctionner. Donc, on doit se reposer la question ensemble de comment les dispositifs numériques évitent la manipulation idéologique et construisent de la démocratie réelle, voire de la démocratie augmentée, ce que j'ai essayé de construire ces derniers temps dans mon discours. C'était d'ailleurs intéressant d'entendre Gérard Perrault-Bezouille en ouverture parler de l'essoufflement des formes de représentation classique en les citant et en montrant donc que c'était quelque chose qui, du côté des élus, pouvait être assumé. Je voudrais quand même revenir sur ton premier point, puisque c'était, avant de passer la parole à Stéphanie Petit, c'était celui des apports, et tu disais il y a quand même pas mal de choses qui bougent. La question que j'ai quand même envie de te poser en rebond, c'est est-ce qu'il y a pas mal de choses qui bougent dans 10% des villes, avec 90% qui ne bougent pas du tout, ou est-ce qu'il y a vraiment un petit peu plus de mouvement que ça? Non, là où il y a une espèce d'espoir, c'est que le mouvement de fond, il atteint tous les niveaux de la société, y compris les élus eux-mêmes. C'est-à-dire que les élus aujourd'hui ont aussi, c'est vrai, un téléphone portable dans leur poche, je vous jure, et puis ils ont aussi un smartphone, et puis ils sont aussi connectés sur Facebook, les élus, en tant que personnes individus vivant dans ce monde connecté d'aujourd'hui. Donc arrêtons de dire qu'il n'y a que 10% d'expérimentaux, machin, etc. D'ailleurs, moi j'ai envie de dire, c'est plutôt ceux qui font des expérimentations qui sont rares. La vie au quotidien de la démocratie numérique, elle est réelle. Alors après, c'est pas des machins extraordinaires qui modifient la société, c'est juste un apport aux organisations existantes et aux instances participatives telles qu'elles existent aujourd'hui, qui est réel et qui est simple, mais très simple. C'est par exemple des petits espaces réseaux sociaux fermés où des comités de pilotage sur un grand projet de ville vont se mettre en place et où les gens vont échanger. Ça se fait, je peux en citer pas 10, pas 15, mais beaucoup, parce que ça va se faire par des moyens et des technologies extrêmement variées. L'utilisation des cartographies, par exemple, la représentation du territoire a définitivement changé pour tout le monde, pour les élus, pour les agents, pour les habitants. Elle a définitivement changé. C'est revu dans une carte qui bouge, qui est modifiée par l'apport que l'internaute peut y faire, éventuellement qui lui permet de prendre la parole dans la carte. Regardez ce qui se passe à Montreuil pour le quartier
quartier de Lannou, c'est en ligne aujourd'hui dans Montreuil, c'est de Montreuil, Grand Projet Lannou, allez voir, vous avez une cartographie où les habitants peuvent poser des points d'interrogation sur le lieu problématique. Et je ne parle pas des problèmes de voirie, etc. Je parle bien des grands projets. Dans le cadre du grand projet de rénovation du quartier, à tel endroit, j'ai tel problème. Et vous le verrez, c'était des villes de banlieue, puisqu'on est dans ce contexte-là aujourd'hui, à Saint-Denis, vous avez la même chose, que ce soit Saint-Denis dans le 93 ou à Saint-Denis d'ailleurs à La Réunion, où vous avez aussi des dispositifs qui s'intitulent Participer, Parlons-en, etc., qui introduisent tous des mini-réseaux sociaux, des cartographies participatives, etc. Je ne dis pas que c'est partout, mais ça commence à se diffuser. La preuve en est, je termine là-dessus, c'est qu'il y a une professionnalisation, puisque typiquement, ce ne sont plus les agences de com qui font la démocratie locale. Réfléchissez à ça pour tous ceux qui sont acteurs de la démocratie. Vous savez que jusqu'à maintenant, c'était des agences de communication qui faisaient. Pardon ? Ça dépend. Non, mais je ne dis pas que ce n'est plus, mais je dis que ce n'est plus que ça, d'accord ? Ce n'est plus que ça. Non, mais il y a encore, l'ancienne société existe encore, bien évidemment. Notre problème, c'est le chevauchement, c'est le changement de génération. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a des nouveaux métiers, il y en a beaucoup. Il y a des sociétés qui se créent, qui sont dédiées à la démocratie. Mais c'est plus de la communication publique. Et d'ailleurs, elles ont une exigence sur la volonté de l'élu. Est-ce que vous voulez faire de la com ou est-ce que vous voulez faire de la démocratie ? Si vous dites, voilà, on est dans ces problématiques-là, et la plupart des élus veulent faire de la com, c'est clair. Merci, Florence, on passe tout de suite la parole à Cynthia. Donc, ce même outil. Oui, en même temps, il y a déjà énormément de choses qui ont été dites, donc c'est un petit peu difficile pour moi de reprendre un mesure où je n'avais pas spécialement prévu une intervention formelle. Donc, simplement, je vais peut-être donner un point de vue sur les travaux que j'ai pu effectuer depuis une dizaine d'années concernant les pratiques du numérique par les collectivités territoriales. Donc pas uniquement les villes, mais d'autres types de collectivités. Alors simplement peut-être un très bref historique. Je souhaiterais également pointer quelques limites qui ne seront pas d'ailleurs complètement différentes de celles déjà relevées par Pascal Aubert, même si je ne suis pas tout à fait d'accord sur les possibilités offertes par le numérique, et même si on a des cas où on a ce qu'on peut qualifier d'élargissement de l'assiette de la participation, c'est-à-dire qu'on n'a pas que les habitués, qu'on retrouve dans les dispositifs en face à face, mais je vais y revenir un peu plus tard. Donc sur les phases pas historiques, parce que sur le point c'est pas historique, qu'est-ce qu'on a pu constater? D'abord, dans une première période, peut-être au début des années 90, qu'on pourrait qualifier d'amateurs, c'est-à-dire les villes, les collectivités territoriales mettent en place de ci, de là, quelques espaces de discussion en ligne, un forum, qui n'est pas très bien organisé, qui n'est pas très bien modéré, mais enfin, quelque chose existe. Généralement, 1 ou 2 ans après, le forum est fermé, parce qu'il a été envahi par les élus de l'opposition, entre autres raisons. Deuxième phase, finalement, dans laquelle on est toujours, qui est la phase, moi je suis toujours étonnée de participer à ces rencontres professionnelles, qui est toujours la phase de l'expérimentation. C'est-à-dire, on a toujours des villes ou des collectivités autres que les villes qui mettent en place des gros projets soutenus par des acteurs essentiels dans le domaine comme la FIM ou Chronos, où effectivement on monte quelque chose, essayant d'articuler le face-à-face et l'en ligne, ce que vous a dit Madame Guidé, je crois, et voilà, et puis une fois que l'expérimentation est finie, et bien elle est finie. Donc, autrement dit, la troisième phase historique, qui n'existe pas encore, c'est la phase de la généralisation. C'est-à-dire qu'on n'a aucune généralisation, pourtant ça fait 10-15 ans qu'on a des projets dont certains on sait pourquoi ils marchent, et d'autres on sait pourquoi ils ne marchent pas, et on sait, j'en viens au deuxième point, quelles sont les limites de l'ensemble de ces expérimentations. Alors, quelles sont les limites? Pascal a relevé la question de la thématique, de la focale, du choix de l'objet en débat. Mais en même temps, j'ai envie de dire, on parle d'aménagement urbain parce que c'est partie de la compétence de la ville. On ne fait pas de débat sur l'éducation en tant que telle, parce que les villes n'ont aucun pouvoir d'injonction à cette niveau-là. Enfin, pas que... Oui, non, mais... Oui, si on peut être sur le numérique, donc je veux dire, il y a des thèmes, enfin, les thèmes sont aussi choisis en fonction des compétences des collectivités territoriales considérées. C'est ça, même si je suis d'accord qu'il y a une surreprésentation certainement des démarches urbaines, ça tombe bien par rapport à la journée d'aujourd'hui. Ensuite, une question une limite qui est toujours très, très surprenante, on a évoqué
face qui existent, qui sont cadrées législativement, et pour lesquelles on ne pense jamais à introduire du numérique. Je pense bêtement au conseil de quartier, des choses qui existent déjà, mais pour les... Oui, mais tout ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est des choses qui sont, encore une fois, de l'ordre de l'expérimentation. On fait un atelier, on fait une conférence, on fait un workshop sur le thème de l'éducation, j'en sais rien, de la construction d'une ligne de tramway, et on fait un atelier réunion publique, comme vous le dites, ouvert, entre 18h30 et 20h, et puis par ailleurs, on fait un espace de débat en ligne où les gens peuvent s'exprimer. Ok, très bien. Mais après, pour les choses qui existent, c'est très bien. Enfin, moi, j'ai plus d'opposition par rapport à ça. Et pour les choses qui sont implantées, depuis quand même des lustres, et qui sont dans certains cas obligatoires, depuis 2002, dans l'île supérieure à 80 000 habitants, on pense rarement, alors je ne connais pas tout, hein, mais on pense rarement à dire pourquoi ne pas mettre un dispositif en ligne qui viendrait s'articuler à ce qui se passe en face à face. Ensuite, donc ça c'était la deuxième ligne. Moi j'en ai 4 aussi, mais elle ressemble à celle de monsieur Aubert. Le lien avec la décision. Grosso modo, que ce soit un dispositif en face à face ou en ligne, que qu'il s'agisse d'une expérimentation ou pas d'une expérimentation, il y en a pas. Il y en a, alors c'est là où on rejoint ce que tu disais sur la confusion très fréquente entre communication et démocratie locale. Mais j'ai envie de dire un petit peu comme un Roubaix, et alors, à la limite, c'est pas grave, que les dispositifs participatifs constituent des instruments de légitimation du pouvoir en place, moi en tant que tel, ça ne pose pas un problème dramatique dans la mesure où on sait qu'il y a des marges d'appropriation, des marges de manœuvre de la part des habitants qui peuvent également détourner les dispositifs. Je ressors toujours ce vieil exemple qui me rajeunit énormément, qui est celui d'une ville que vous connaissez peut-être, et j'ai vu d'ailleurs que cette ville, elle est loin, c'est une ville dans le Pays Basque, toute petite, qui s'appelle Anglette, et qui d'ailleurs se met maintenant apparemment à l'Open Data. La ville d'Anglette, j'ai rencontré les responsables de la communication, ils avaient eu la bonne idée de mettre un forum de discussion en ligne en 2002 ou 2003. Donc c'était il y a longtemps. Et qu'est-ce qui s'est passé? Non seulement les opposants ont envahi le forum de discussion, mais aussi et surtout les habitants ont utilisé le forum de discussion pour organiser des manifestations physiques contre le fait que les parkings dans la ville étaient devenus payants. Donc ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où vous mettez, c'est pour ça que c'est pas que des outils, vous mettez en place quelque chose, vous prenez le risque et vous l'assumez en tant qu'élu, que ce que vous mettez en place fasse l'objet d'un détournement et puisse conduire, alors c'est un terme qui a été employé ici, empowerment, je crois par monsieur Martin, qui a évoqué la question de l'empowerment. Sauf que dans l'intervention dont il était question, l'empowerment, c'est pas que la question de l'expression en ligne ou pas en ligne, c'est pas que le fait de s'exprimer, c'est le fait aussi d'acquérir un certain nombre de compétences qui vous permettent de mobiliser éventuellement quand il y a quelque chose qui ne vous convient pas au sein de votre espace de vie. Troisième limite, la micro-mobilisation, vous aviez dit. C'est-à-dire qu'on a le sentiment qu'on met en place des choses et en définitive, c'est toujours les mêmes qui viennent. Que ce soit d'ailleurs ceux qui participent, enfin ceux qui assistent à un conseil municipal, ceux qui viennent à un conseil de quartier, ceux qui s'expriment sur un espace en ligne, c'est toujours les mêmes, c'est-à-dire les mieux dotés. Culturellement, socialement, de manière financière, etc. C'est vrai et c'est faux, parce que ça dépend de ce que vous faites, ça dépend de quelle échelle territoriale vous regardez. Ici, aujourd'hui, on parle de la ville. Moi, j'ai des exemples de débats en ligne organisés, pas forcément en France d'ailleurs, où précisément les gens qui se sont exprimés, ce n'étaient pas les habitués. Je pense à une consultation organisée par le Parlement britannique en vue d'élaborer une législation sur les violences domestiques, où effectivement ce sont les femmes victimes de violences domestiques qui se sont exprimées précisément parce qu'il s'agissait d'un dispositif en ligne que vous ne faites pas venir des femmes battues dans une réunion publique en face à face animée par des élus masculins. Voilà, je veux dire, c'est un exemple, parmi pas des milliers d'autres, hein. soyons modestes, mais ça dépend de ce que vous faites et comment vous le faites. Le dernier point peut-être sur... Oui, c'est toujours sur la question de la micro-mobilisation. Je crois qu'on a plus ou moins, alors c'est peut-être pas le cas des dispositifs qui ont été montrés ici, l'idée qu'un débat ou une expression en ligne doit revêtir un certain nombre de caractéristiques, doit être plus ou moins argumenté, plus ou moins rationnel, plus ou moins constructif. Or, il existe des outils, pour le coup, de participation en ligne qui sont beaucoup moins douteux que ce que peut représenter, par exemple, une participation
participation à une réunion publique ou le fait de participer à un débat en ligne, on vous demande voilà, d'exprimer une position. Si vous cliquez, après ça pose des questions sur l'investissement des individus, mais si vous signez une pétition en ligne, en tant que tel, ça ne coûte pas énormément. Mais vous pouvez le faire, je pense que ce n'est pas quelque chose qui est hors de portée du citoyen en tant que tel. Évidemment, ce n'est pas la même chose si vous vous mettez à vouloir réécrire ou réaménager une place à travers un wiki. Là, il faut effectivement des compétences et tout le monde les a pas. Donc, en fonction des. Florence a évoqué la question de cartographie. C'est une ville. Peut-être qu'en France, ça se fait aussi, la ville de Copenhague, qui avait mis en place une cartographie où elle demandait aux individus, en cliquant sur tel ou tel point de la carte, vous pouvez contribuer sur les choses qui allaient ou qui n'allaient pas. Je crois que cet après-midi, oui, voilà, il y a cet après-midi, c'est BCT, c'est une logique un peu différente. C'est encore. Oui, non, je suis d'accord. Donc, c'est assez effectivement différent. Donc voilà, je ne sais pas si c'était une intervention un petit peu décousue que ce qui était attendu, mais peut-être des réactions par rapport à ce qui vient d'être dit. Une intervention extrêmement cousue, on est à peu près à la moitié de notre échange, un petit peu plus, donc n'hésitez pas à participer. Voilà, un gros quart d'heure. Je voudrais rebondir sur votre dernier propos, celui de comment s'extraire de l'expérimentation pour passer à la généralisation. Ça suppose en fait une maturité qui soit de même niveau dans les différentes parties prenantes. Et je pense que là il existe des problèmes. Parce que je suis intervenu la semaine dernière à Rennes Métropole dans un colloque qui a été monté par Tempo, qui est une organisation de vie qui s'intéresse au bureau du temps, etc. Et à la fin, dans son rapport d'étonnement, à la fin de la manifestation, Simon Cheminard demande à l'Assemblée de se lever pour ceux qui s'intéressent à Facebook, qui sont inscrits à Facebook. Et on n'a pas eu 10% de la salle qui s'est levée. Et puis après ça, ils disent ceux qui en plus ont un fil Twitter. Et là, il est resté deux ou trois personnes. Je pense qu'il y a quelque chose quand même qui est de l'ordre d'une maturité, ou plutôt d'un découplage de maturité entre ceux qui opèrent, qui gouvernent, et puis ceux qui sont les usagers, qui prennent la parole, qui agissent, et par des voies qui sont tout à fait nouvelles et qui échappent malheureusement de plus en plus à ces gouvernants. Donc peut-être qu'il faut qu'on se penche sur ce découplage. Est-ce que ce cloisonnement, il est simplement entre des gouvernants hypoconnectés et des usagers très forts du numérique, en même temps usagers de la ville, ou est-ce qu'il n'y a pas plus de segmentation que ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, y compris de la part de gens qui sont très attachés à la participation, par exemple. Moi, j'ai eu parfois l'impression qu'à la DES, une bonne partie du corps social de votre grande association était loin du numérique, on va dire, alors même qu'il était dans des approches peu institutionnelles. Pascal. Alors, je le note. Et tu mets-toi ça dans un coin de la tête. Si la DES organise une réunion publique et invite la fille, je saurais me souvenir du passage de micro. Non, mais clairement, à la DES, on a mis du temps. Effectivement, on est très représentatif des réticences, de la méfiance qu'on a pu avoir dans un premier temps par rapport à ces outils-là. Et pour une part, ce que j'entends là, il y a plutôt confirmation qu'on a bien fait de ne pas se précipiter sur l'illusion de la solution technologique à des questions qui sont des questions d'ordre économique, social et politique. Moi, je crois plutôt, ça va me permettre de rebondir sur une ou deux. Voilà, on est aussi en débat et c'est intéressant là-dessus, mais j'ai vraiment l'impression que, alors c'est un peu schématique, mais on est dans la situation où plus qu'avant, pour les raisons de capacité citoyenne, de compétences citoyennes, j'insiste là-dessus, moi je pense que le niveau monte et que globalement,
et ben même si ça ne débouche pas sur du boulot, le fait que l'âge moyen de sortie du système scolaire, ça soit autour de 20-21 ans, et ben massivement, ça provoque des choses. Bon. Le fait de pouvoir accéder à l'information, moi j'ai 5 ans de balai, j'ai passé les 15 premières années de ma vie, il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas le téléphone, il n'y avait que 3 stations de radio. Dans le monde dans lequel on est, bien sûr que ce n'est pas parfait, bien sûr qu'il y a les risques de manipulation, etc. Mais quand même, je ne comprends pas, de manière un peu schématique, je ne vois pas comment ça ne pourrait pas, en termes de potentiel, avoir changé radicalement la donne. Bon, donc il y a un potentiel là-dessus, il y a un potentiel sur les outils. Je pense qu'on est à un moment du côté des décideurs, de ceux qui ont le pouvoir dans les territoires, dans les institutions. Pour l'instant, c'est qu'on ne veut pas. Donc si on veut, on peut faire des choses. Moi, j'en suis convaincu. On aurait pu le faire avant les outils. On peut le faire encore plus avec ces outils-là. Je le crois vraiment profondément. Je suis un converti de fraîche date, mais je suis assez... c'est peut-être voilà, le voisinage de l'Internet, de la film depuis quelques temps qui me fait gagner du terrain. Mais je garde les mêmes... sur les fondamentaux, ça ne change rien du tout. Alors, juste un point sur l'urbanisme. Je pense vraiment qu'on a vécu 10 ans de survalorisation de ces questions-là. Quand même, les collectivités territoriales, pour l'instant, sont dans le cadre de la clause de compétence générale. Et d'ailleurs, on le voit bien, il y a des villes qui ont des projets éducatifs locaux, il y a des conseils généraux qui ont des politiques jeunesse appuyées sur leurs compétences autour des collèges. Il y a quand même les conseils communaux d'action sociale, il y a tout le champ de l'action sociale qui relève des collectivités locales, il y a les services jeunesse, il y a les centres de loisirs, il y a les maisons de quartier. On a quand même, si je regarde, je ne connais pas par cœur la ville de Nanterre, mais il me semble bien qu'une grosse, peut-être que la moitié ou un tiers des effectifs qui sont au travail sur ce territoire, qui sont des agents publics, sont plutôt du côté du champ social et de la société que du côté urbain. Voilà, c'était juste pour pointer ça. Je me permets un petit renvoi, mais sérieux, sur ta remarque par rapport à la DS. Moi, je voudrais faire la même par rapport à la fille. Qui, à la fille aujourd'hui, est allée dans un conseil de quartier, pas pour une visite professionnelle, pour voir un peu comment ça se passe, mais qui est allée pour participer, pour changer la vie de son quartier. Qui ici l'a fait? Vous voyez, non mais sérieusement, c'est vachement important. Et tant mieux, hein, tant mieux. Mais il y a plus, tu comprends ce que je veux dire? C'était exactement ce que je voulais dire. Autrement dit, je considère que c'est tout à fait légitime que les participants aux questions de démocratie participative ne soient pas a priori 100% technophiles et immergés dedans. C'est parfaitement légitime. Et aujourd'hui, un des points que tu mentionnais tout à l'heure, et ça rejoint le point que mentionnait Bruno Marchand, c'est le fait qu'il y a tout un ensemble d'isolats, parmi lesquels l'isolat des gars du numérique, et qui n'arrange pas forcément les choses, qui rendent les questions de gouvernance assez difficiles. Une remarque qui a été faite par Stéphanie Loissy tout à l'heure autour des conseils de quartier, j'ai même parfois le sentiment que les approches de démocratie et de concertation en ligne visent un peu à court-circuiter les instances participatives pré-numériques qui ont été mises en place. C'est-à-dire on est emmerdé par le fait d'avoir mis en place ces instances. Parfois on est emmerdé à juste titre parce qu'elles créent des nouvelles petites notabilités qui n'ont pas forcément de réactivité, de légitimité, elles ont leurs propres défauts, etc. Et il y a parfois une crédulité du fait qu'avec le numérique on va pouvoir faire péter tout ça au lieu de contribuer à ce que ça marche mieux et à ce que ça se transforme.